Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une société que l'on connaît tous, Amundi. On la connaît particulièrement pour ses ETF qu'elle propose, notamment sur le PEA et sur le CTO. Donc c'est une société qui a été fondée en 2010 suite à la joint venture entre le Crédit Agricole et la Société Générale. Elle est rentrée en bourse en 2015 et on va voir un peu après que ses clients, voilà, elle ratisse large. Ça va aller du particulier aux institutionnels. Et en 2024, elle est à plus de 2000 milliards d'euros d'encours sous gestion, ce qui est vraiment colossal. Alors, mais pourquoi je vous parle de la société Amundi? Bah tout simplement parce qu'elle revient souvent dans mes screeners. Et aussi, j'ai pas beaucoup de financières européennes en portefeuille. À vrai dire, j'en ai qu'une, c'est Euronext. Bon, là n'est pas la question, hein, c'est une très bonne société, mais voilà, je voulais un peu plus développer ce secteur-là dans mon PEA. Aussi, le point très important, il faut vraiment le souligner, tous les bilans, je crois une partie des conves et tous les documents, donc les T1, les T2, les T3 et les T4, sont en français. Et ça, c'est une chance. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer l'analyse tout de suite. On va s'aider du rapport annuel, voilà, où il y a toutes les informations dedans, et aussi du rapport trimestriel, le dernier là qui vient de sortir en février. Voilà, on commence tout de suite. Alors donc comme prévu, on se retrouve sur le site Zone Bourse, et on va voir tout de suite donc la société Amundi, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, Amundi, elle figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Donc déjà, Jean, qu'est-ce que c'est un gestionnaire d'actifs? Eh bien, c'est une entreprise qui consiste à administrer et à prendre des décisions stratégiques sur les portefeuilles d'investissement. Pour le compte d'investisseurs, ça va aller du particulier, ça peut être le gouvernement ou des fonds de pension, etc. Et elle va être rémunérée comment? Eh bien, par des frais, des commissions. Donc en gros, plus elle gère d'argent, plus forcément elle gagnera d'argent elle aussi. Alors, on voit la vente par région, donc c'est assez clair, ça va être 50% la France et 50% l'étranger. Mais en fait, on va voir dans le rapport du quatrième trimestre, donc je l'ai regardé un peu en avant, il faut que ça soit plus rapide quand même pour vous, je n'allais pas vous faire endurer ça. Donc on voit 47% en France, Italie 10% et Europe, donc sans la France et sans l'Italie, on est à 18%, donc quasiment 75%. L'Asie, les 20%, voilà, 20% en Asie et 5% dans le reste du monde. Mais c'est quand même utile de préciser qu'il y a une volonté de s'étendre pour Amundi. Et on le voit notamment en page 7 avec l'acquisition de AA. C'est une entreprise qui va gérer aussi des actifs privés, qui a une croissance plutôt impressionnante, On voit de plus de 15% par an depuis 2018. Et alors là, c'est vraiment balèze. Elle est basée en Suisse, donc ça va permettre au fur et à mesure de gagner et de l'argent encore plus et de s'étendre à d'autres contrées. L'Asie, qui est en plein développement en ce moment, ça va être expliqué dans le Q4, notamment grâce à la stabilisation de la Chine. Bon, ça fait des années qu'on l'attend, mais peut-être que cette année, c'est bien parti. Notamment grâce à la Corée du Sud et à l'Inde, donc qui sont en pleine expansion, en tout cas en Asie, qui sont de plus en plus porteurs. Voilà. Et on voit donc vraiment dans le rapport annuel, c'est vraiment très bien expliqué. C'est pour ça que j'utilise vraiment toujours pour mes analyses le rapport annuel. Il y aura toujours toutes les informations dedans. Ou en tout cas, sinon, faut esquiver la société s'il n'y a pas toutes les informations. Et là, on voit vraiment forte implantation en France. Numéro 1 en France. On voit le Crédit Agricole, la filiale de la Société Générale. Voilà encore là, Amundi est en particulier numéro 1 en France et dans la zone euro. Donc c'est vraiment basé en France. Moi, ce que j'aime énormément regarder, et je vous encourage à le faire, c'est l'actionnariat d'Amundi. On le retrouve page 225 du rapport annuel. Et on voit donc le groupe Crédit Agricole détient quasiment 70% des parts d'Amundi. L'autocontrôle, c'est 0,7, donc c'est insignifiant, 29% de flottants et 1,1% de salariés. Voilà, donc sur Zone Bourse, on va un peu se pencher dans les chiffres, parce que mine de rien, ça reste quand même intéressant. Donc on voit une capitalisation de 12 milliards d'euros. Alors on voit le PER, là en ce moment, on est en 2023, ouais, donc il y a un PER de 10,8 et la moyenne c'est 12, donc on est un peu en dessous. Bon, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? On verra ça un peu plus tard. Personnellement, bon, je vous spoil en vrai, non, c'est pas forcément le moment d'acheter tout de suite, mais c'est le moment d'apprendre à connaître la société, ça c'est sûr. On voit donc que le rendement est de 7,74% en 2022, 6,66% en 2023, ce qui est quand même un rendement
plutôt conséquent. Après, c'est typique de ce secteur de toute façon. Après, moi, j'aime bien, c'est me pencher dans le compte de résultats. Donc, on voit que le chiffre d'affaires, il est en augmentation, mais on va pas se mentir, il n'est pas en explosion du tout. Voilà, moi, ce qui me choque, enfin, ce qui me saute aux yeux, et c'est plutôt la marge d'exploitation. 46,75% de marge d'exploitation et 36,36% de marge nette. Bon, là, c'est plutôt colossal, c'est vraiment très élevé et franchement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, je privilégie vraiment les sociétés avec de grandes marges. Pour moi, les grandes marges, ça va être la profitabilité et la sécurité. Surtout, là, on le voit bien, elles sont stables. On voit que le bénéfice net par action, il est ici, c'est plutôt correct. Voilà, 5,7. C'est pas mal. Le résultat net aussi, il est en augmentation depuis 2018, mais alors vraiment très tranquille. Il n'est pas pressé d'exploser non plus lui aussi. Voilà, donc c'est plutôt correct. Ensuite, moi, j'aime bien dans Zone Bourse, c'est la dette nette. Alors, la dette nette, faut vraiment faire attention, surtout dans des sociétés comme Amundi, c'est compliqué à comprendre. Donc, je suis allé tout simplement dans le rapport. La dette, c'est page 220. Et là, on voit, en tout cas, j'essaie de comprendre, en liquidité, elle détient 2000, un peu plus de 2000 milliards. Et l'endettement financier, il est à 1 milliard 744, mais j'ai l'impression qu'il est en positif. Enfin, ce qui est important de préciser aussi, c'est que Amundi, c'est un organisme financier. Ça veut dire qu'il y aura une partie de ses comptes qui sont à la BCE, enfin la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est potentiellement à prendre avec des pincettes. Par contre, moi, ce que j'ai voulu calculer, c'est le ROE, tout simplement. Il est à 10%, environ 10%. Je l'avais trouvé, donc voilà, on prend le résultat net et on vient le diviser aux capitaux propres. Les capitaux propres sont juste après total de l'actif, total des dettes, voilà, total capitaux propres, et on est à peu près à 10%. C'est pas mal. Ensuite, petit point vite fait sur le CAPEX, donc il est insignifiant le CAPEX, on va pas se mentir. Et qu'est-ce que j'aime voir dans le rapport annuel, c'est notamment les risques. Parce que les risques, ça permet de les anticiper et au moins de se rassurer. Si l'entreprise crache en bourse, crache, on entend parler, faut pas qu'elle fasse moins 50% une journée ou moins 20%, mais s'il y a un retracement de quelques pourcents, etc., il faut qu'on puisse comprendre. Il faut pas qu'on panique et qu'on revende. Là, ça serait vraiment terrible. Voilà, donc le fait de les connaître, c'est une meilleure anticipation s'il y arrive quelque chose. Et là, on voit les risques, on va dézoomer rapidement, les risques liés à la gestion d'actifs et les risques financiers, donc risque de crédit, risque de marché. Dans les risques liés à la gestion d'actifs, il y a la non-conformité, le dysfonctionnement, le risque business, risque extra-financier, risque RSE, etc., etc. C'est important de les lire, à les assimiler. De toute façon, tout va être expliqué pas dans cette vidéo, mais tout va être expliqué dans la session risque. Elle fait plusieurs pages, même plusieurs dizaines de pages dans le rapport annuel, et tout est bien détaillé. Alors maintenant que moi j'ai vu les risques, on va aller se pencher dans la clientèle de l'entreprise. Et on voit qu'elle a deux gros segments de clientèle. Il va y avoir le retail et les institutionnels. Alors le retail, donc il y a les clients particuliers, les investisseurs institutionnels et les joint ventures. Alors les joint ventures, qu'est-ce que c'est rapidement? Ça va être, Amundi va s'appuyer sur des réseaux bancaires puissants, notamment en Chine et en Inde, pour distribuer des produits locaux gérés localement. Et ouais, parce que c'est compliqué de faire des affaires dans ces pays-là. Pour les clients particuliers, on voit un client réseau des gens qu'on connaît, Crédit du Nord, Société Générale, LCL, Unit Credit. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est on voit que Amundi est leader en France. Ok, ça on sait. Mais ce que j'aime énormément, c'est que c'est mis en avant. Voilà, c'est de la quasi-exclusivité avec les réseaux du groupe. Ils créent des partenariats de 5 ans, de 10 ans, des accords de distribution. Là, on voit encore à droite, partenariat stratégique de long terme, fournisseurs privilégiés. Tout ça, ça va amener de la visibilité. Les joint ventures, donc c'est pour plus de diversification géographique. Il y aura l'Inde, la Chine, la Corée, le Maroc. Et c'est là où on voit que c'est quand même impressionnant, parce que les joint ventures, ça reste quand même 296 milliards. Additionné en haut, donc on est à un total de 858 milliards pour la partie retail. Et ensuite, il y a le gros, le balèze, les totales institutionnelles, donc 1000 milliards d'euros. Et là, on voit souverain institutionnel, corporate, donc les entreprises, plan d'épargne salariale, mandat d'assurance, crédit agricole et société générale.
Et là, c'est vraiment impressionnant hein, parce que on voit dans le segment institutionnel, ça comprend quatre catégories de clients. Donc les investisseurs institutionnels, hein, fonds souverains, banques centrales, assureurs, fonds de pension, ça touche vraiment très large. Il y a les entreprises, les services d'épargne salariale, les mandats des compagnies d'assurance, des groupes crédits agricoles et sociétés générales. Et ensuite, un point qu'il faut vraiment regarder, c'est l'encours. Parce que l'encours, c'est ce qui va permettre de comprendre si les commissions sont susceptibles d'avancer. Et là, on voit top 10 mondial, premier acteur européen et des encours en augmentation. Et ça, c'est génial. Parce qu'on voit la solidité d'Amundi vers ses clients. C'est une entreprise qui arrive toujours à ramener de l'encours. Alors, ensuite, donc il y a toujours plein de choses à apprendre sur Amundi, hein. En ce moment, c'est à fond le ESG, RSE, parce qu'ils veulent être leader, et je crois même qu'ils le sont déjà un leader sur ce positionnement-là. C'est notamment expliqué à la page 148 du rapport annuel. Voilà, le plan d'ambition ESG, donc évaluer des entreprises sur leur effort de décarbonation et le développement de leur activité verte. Exclure dès 2022 de ces investissements des entreprises qui réalisent plus de 30% de leur activité dans le pétrole et le gaz non conventionnel. Donc c'est vraiment là des ambitions fortes de mettre le paquet sur tout ce qui est secteur de l'ESG et de l'ERSE. On voit notamment 40% de sa gamme d'ETF constituée de fonds ESG. Bon, là, pour le coup, on l'a senti passer, hein, surtout que moi, personnellement, j'avais un ETF non ESG et sans le savoir, il est passé en ESG. Les frais sont surtout passés en ESG, pas la performance. Donc, ça m'a un peu dérangé. Donc, on va trouver aussi, page 265, le bilan, donc avec l'actif et le passif. Voilà, les comptes annuels, etc. Et on va permettre, ça, bon, voilà, là j'ai fait un petit calcul du ratio d'endettement, mais je ne sais pas s'il est sûr, donc je préfère pas vous en parler, même si vous le voyez actuellement. Il y a aussi page 102, donc là vraiment je vous montre hein, comment il faut chercher. Là c'est un peu décousu, on dirait qu'on va un peu dans tous les sens, mais non, on ne va pas dans tous les sens, on avance petit à petit. C'est juste que c'est beaucoup d'informations et il faut faire voilà, au fur et à mesure. Alors, on se retrouve ici très rapidement pour une petite métaphore, hein. Pour moi, une entreprise, c'est comme un bateau. Déjà, faut qu'un bateau flotte. Ça veut dire qu'il faut qu'une entreprise soit vraiment sur les rails. Il faut pas qu'elle soit mouillée par des scandales, des fraudes, des procès interminaux, voilà, où ça peut vraiment mettre à mal l'entreprise, comme on voit avec Monsanto ou Bayer, avec, enfin bref, tous les produits chimiques, etc. Donc déjà, ça, il faut faire attention. Ensuite, on va s'intéresser vraiment à la gouvernance. En tout cas, moi personnellement, je m'y intéresse hein, parce qu'une fois que le bateau, on est sûr qu'il ne va pas couler, etc., que l'entreprise se porte bien, il faut qu'elle soit bien gérée. Il faut que le capitaine du navire sache où il va. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre à nous de voir au fur et à mesure si le management est compétent ou pas. Bon voilà, la petite métaphore c'est fini. On retourne dans les documents. À tout à l'heure. Hein, il y a la rémunération des dirigeants, page 102. Donc on voit ce qu'ils gagnent, hein. Madame Botson, donc 800 000 en fixe et 1 million en variable. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un bon salaire, on va pas se mentir. Mais ça doit être sûrement mérité. Parce que c'est une société qui croit, hein. On l'a vu notamment aux encours. Donc voilà, tout travail mérite salaire, on n'est pas là pour juger ça. Maintenant, on va se pencher sur quelque chose qui est vraiment pour moi très très important, c'est est-ce que Amundi a un avantage concurrentiel. Donc on retourne page 48 plus précisément. Donc c'est un top 10 mondial et c'est un premier acteur européen. Donc déjà on voit que Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen suite à l'acquisition et de l'émetteur d'ETF Lixor en 2021. Leader en France, on l'a vu avec plus de 45% des parts de marché concernant les plans d'épargne salariale. C'est page 44, on l'a vu tout à l'heure. Et top 10 mondial. Ensuite, il y a une expertise en gestion d'actifs diversifiés. Elle propose une large gamme de produits d'investissement, hein, que ce soit en fonds obligataires, fonds d'actions, fonds alternatifs, et donc une possibilité d'attirer toujours plus de clients et d'investisseurs. Il y a la création des ETF ESG, hein, comme on l'a vu un peu plus tôt, avec une forte volonté d'innovation et de positionnement. Les fonds à maturité obligataire, Amundi, c'est le leader mondial. On le voit notamment dans le message de la directrice générale, donc Valérie Baudson, du résultat annuel 2023.
Il y a aussi la réputation et confiance des clients. Et alors là, je vais vous dire, c'est super simple à regarder. On va sur Wikipédia et on voit ici, il n'y a pas de scandale, problème, etc. Je suis allé me pencher sur les actualités de la société. Donc il n'y avait rien de choquant. Donc pas de scandale ou de problème, gestionnaire fiable et professionnel. Il y a aussi en 2023 confirmation par l'agence de notation Fitch Rating de la note à long terme d'Amundi A+ avec perspective stable. Et bien tout simplement c'est la meilleure note du marché. Il y a le ratio de distribution également, pour moi qui représente un avantage compétitif. C'est dans le monde entier, des partenariats très solides et aussi, c'est très important, pour ce genre de société, ce sont les risques, la gestion des risques. Donc là, on voit le tableau récapitulatif. Après, il est expliqué point par point. Il y a donc 4 organes importants. Le contrôle permanent niveau 1, le contrôle permanent niveau 2, avec 3 risques différents. Fonction et risque, fonction conformité et fonction sécurité. Le contrôle périodique de niveau 3, donc la comité du contrôle interne et l'audit d'inspection. Tout ça, c'est fait par des cabinets d'audit. Ce sont des organismes privés et 100% indépendants. Alors, ensuite, que dire du dividende, le payout ratio? Eh bien, on le voit page 221. Dividende en hausse et sans interruption depuis 2015. Et tout ça, ça permet de montrer qu'il y a de la création de valeur pour les actionnaires. Alors là, page 224, on met en évidence le taux de distribution. Bon, il est plutôt colossal. Donc, conclusion assez rapide, l'entreprise est stable parce qu'elle arrive à distribuer des bénéfices, enfin à distribuer des dividendes, donc à générer des bénéfices réguliers. Amundi va quasiment tout redistribuer à ses actionnaires parce qu'on voit bien avec ce tableau que le payout est vraiment important. En moyenne, j'ai fait vite fait une moyenne, c'est 66%. A contrario, ça veut aussi dire qu'Amundi n'investit pas beaucoup dans sa croissance et à long terme, oui, il peut y avoir des conséquences. Alors, on se retrouve page 240, Amundi et ses concurrents. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est un secteur très concurrentiel. Il y a des gros acteurs, il y a BlackRock, State Street, Vanguard, BNP Paribas, Asset Management, qui est lui en concurrence directe avec Amundi. C'est un secteur, il est sur le même secteur en tout cas géographique. Pourquoi cette concurrence? Parce qu'il y a une demande qui est toujours plus croissante pour des services de gestion d'actifs. Les meilleurs rendements avec les frais de gestion les plus bas et la diversité des produits proposés par les autres, toujours plus. Nous, on sait que notre Amundi, c'est le SG et les RSE, mais par exemple BlackRock, là, c'est l'arrivée des ETF Spot Bitcoin, etc., etc. Ça va être expliqué notamment page 240 et les pages qui suivent après. Là, les taux de commission de gestion sont soumis à la pression concurrentielle et à la pression de marché. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Alors, on se retrouve page 13 très rapidement parce que je voulais vous montrer un point qui m'a, moi, un peu chagriné. Le graphique d'Amundi en comparaison avec le SBF 120. De 2015 à 2022, en vrai, on voit même par rapport à 2023, il a très peu augmenté. Le cours de l'action a fait à peu près 37%. Franchement, en autant de temps, c'est vraiment pas beau. Alors, on se retrouve très rapidement sur le graphique Amundi via Zone Bourse et j'ai décidé de le comparaître avec ses concurrents. Bon, là, on voit très bien et très clairement sur 5 ans que Amundi est à la traîne. On voit qu'il est à 0%, à 8% sur 5 ans de performance, comparé à BlackRock qui va être à 95%, BNP 36%, et pourtant BNP Paribas, je ne parle pas de JP Morgan. Le S&P 500 à 84%, et même le CAC 40 à 52%. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de vous présenter la directrice générale du groupe Amundi. J'étais trop concentré dans ma métaphore avec le bateau et la société. Bref, la directrice générale, c'est Valérie Baudson. Ça fait 3 ans qu'elle est en place, un peu plus de 3 ans. Mais par contre, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle est dans la maison. Elle a commencé chez Indosuez avant. C'était une filiale du Crédit Agricole. Elle a travaillé au Crédit Agricole. Et ensuite, elle est rentrée chez Amundi, donc le groupe Amundi en 2007-2008. Elle s'est occupée notamment des ETF Smart Beta. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'elle connaît vraiment bien, même voire très bien la maison. Alors maintenant, pour conclure la vidéo, je dirais qu'Amundi, c'est une bonne société. Elle a des bons fondamentaux, elle est très bien implantée, mais c'est vrai que pour moi, sur quelques points, ça va tiquer. Les marges, etc., il y a aucun souci, elle coche tous les critères, mais pour moi, la croissance, elle est trop peu. Que ce soit du chiffre d'affaires, du résultat net, de l'EBITDA, vraiment de beaucoup de choses, pour moi, elle pêche. Il n'y a que les encours sous gestion où là, vraiment, on voit une bonne montée, mais par exemple, son cours de bourse, c'est vraiment le point qui me fait le plus tiquer.
dans le sens où il a fait plus de 30% en moins de 10 ans. C'est vraiment pas beaucoup, vraiment très peu. Donc pour moi, je vais peut-être passer mon tour ou l'acheter pour faire un fonds de portefeuille PEA. Voilà, pas plus de 5% de la pondération du portefeuille du PEA, mais de l'acheter en dessous de la barre des 60 euros. Pour moi, ça peut être une bonne idée. Je vous laisse voir, je vous laisse vraiment réfléchir, faites vos analyses par vous-même, hein. J'ai oublié de mettre le disclaimer à l'avant, mais ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez être responsable de vos investissements en faisant vos recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Voilà, avant de conclure, c'est très important dans mes vidéos, je mets un point d'honneur là-dessus, la petite citation d'émission qui aujourd'hui nous est proposée par John Bogle, le fondateur de Vanguard. Alors, la vraie récompense, je refais, la vraie récompense en investissement vient de la patience et de la discipline. Personnellement, je pense qu'il a 100% de raison. J'ai lu son livre voilà, qui raconte les ETF et tout, et sa philosophie de pensée. C'est super intéressant. Vraiment, ça coûte pas cher. Je vous laisse acheter le livre. Faites vos recherches, instruisez-vous, et je pense que pour l'investissement, c'est le b.a.-ba. Et voilà. Ciao, ciao!